toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Alexandre Roux, la fondatrice de l'Académie 100K. Elle accompagne les femmes entrepreneurs. Elle veut les aider à surmonter leurs doutes dans un univers encore trop masculin. Le zoom de ce Smart Impact qui porte sur l'adaptation des collectivités locales au changement climatique, plus précisément sur la formation des élus et des agents publics avec l'exemple de l'école du climat. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Nalka. C'est un supermarché en ligne qui veut éradiquer le sucre de nos assiettes. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact, tout de suite. L'invité de ce Smart Impact, c'est Alexandre Roux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de l'Académie 100K. Vous l'avez créée quand et puis surtout pourquoi? Tout à fait. L'Académie 100K, je l'ai créée il y a 1 an maintenant avec vraiment l'ambition d'aider les femmes entrepreneurs à mieux vivre de leur entreprise sans renoncer à leur vie perso, ce qui est aujourd'hui un vrai problème. J'accompagne majoritairement des femmes qui sont aussi mamans à côté et c'est parfois pas facile de réussir à concilier nos ambitions avec notre vie de famille. C'est pas la première entreprise que vous créez. Et si on ouvre une parenthèse en vie professionnelle, personnelle? Oui. Alors si on ouvre une parenthèse vie professionnelle, effectivement, c'est ma 4e création d'entreprise cette fois-ci. J'ai créé 2 startups, une agence digitale et une de mes startups a été revendue à un grand groupe en 2021. C'est surtout après cette belle réussite que j'ai eu envie d'impacter la vie des femmes qui n'osaient pas encore prendre suffisamment leur place. Est-ce que, je vous pose la question parce que j'ai vu, vous aviez déjà communiqué dessus, le fait que ça vous a parfois joué des tours, notamment sur votre santé, cet engagement d'entrepreneur? Oui, clairement, parce qu'aujourd'hui, on diffuse un message qui est de se dire... Si aujourd'hui vous voulez réussir, vous devez vous investir corps et âme dans votre entreprise, vous devez faire plus que ça. Et j'ai testé et ça n'a pas marché. Effectivement, j'ai subi une grave hémorragie interne en 2017, quelque chose que j'aurais pu voir venir. Et puis en fait, je suis passée à côté parce que trop focus sur mon entreprise, sur mes ambitions, et voilà. Et puis en fait, la santé, c'est l'essence même de qui on est. Si aujourd'hui on veut avoir une entreprise en croissance, il faut aussi que son entrepreneur soit en pleine forme. Il faut que l'entrepreneur soit en bonne santé, ça, lui exactement. aussi, elle aussi. Académie 100K, pourquoi ce nom? Alors, Académie 100K, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, beaucoup des micro-entrepreneurs aussi, qui lancent leur entreprise, puis qui arrivent à générer un peu de chiffre d'affaires, mais qui n'arrivent pas à gagner convenablement leur vie, où elles gagnent à peine un SMIC. Et encore, on a de la chance quand c'est comme ça. Et puis aujourd'hui, ces 100K permettent en fait d'avoir une entreprise rentable qui nous permet de nous rémunérer à notre juste valeur et puis aussi de... C'est une forme de seuil en quelque sorte? Ouais, je pense. Et puis vraiment d'englober aussi tout ce qu'on n'a pas quand on est entrepreneur, c'est-à-dire une sécurité, la santé notamment, etc. Donc vraiment, c'est un palier qui me semble essentiel et puis que j'ai moi-même atteint à de nombreuses reprises. Combien de femmes vous accompagnez, vous avez accompagné et puis surtout... Voilà, qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, dans l'Académie 100K, vraiment, à proprement parler, j'ai une vingtaine de femmes entrepreneurs pour le moment qui sont dans mon accompagnement, qui est un accompagnement long, 6 mois d'accompagnement, et puis un accompagnement qui est très engageant aussi. Il faut s'investir vraiment pleinement dans ce format d'accompagnement qui comprend à la fois de la formation en ligne. J'ai développé toute une méthode issue de mes 10 années d'expérience dans l'entrepreneuriat. Et puis, il y a des calls de groupe avec d'autres femmes entrepreneurs. Pour le coup, elles sont toutes portées par les mêmes ambitions. Donc ça, c'est important de faire jouer le collectif, encore plus dans le côté féminin, où on a besoin de soutien, de sororité. Puis ensuite, des appels individuels, où là, je les amène vraiment à pousser, à passer à un autre niveau dans leur entreprise, mais aussi dans leur vie perso. Tout est lié. Ces modules de formation, on y trouve quoi? Alors, on travaille vraiment sur 3 sujets dans l'Académie 100K. On travaille beaucoup le mindset. Le mindset, c'est 80% de notre réussite. Aujourd'hui, si on n'a pas le bon état d'esprit, pas la bonne énergie, on ne va pas mettre en place les bonnes actions ou alors pas de la bonne façon. Donc, on travaille beaucoup sur le mindset. Et ensuite, on travaille sur les fondations de l'entreprise. Souvent, on se rend compte qu'on a des entrepreneurs qui n'arrivent pas à passer à un autre niveau dans leur entreprise parce que leur modèle économique ne le permet pas. Donc, on reprend vraiment les bases, c'est essentiel. Et puis après, on travaille la visibilité parce que
voilà, je suis là aussi pour ça. Oui, évidemment, c'est un élément important. On va revenir là-dessus et peut-être sur l'état d'esprit. J'ai repris dans les titres une formule que vous proposez sur votre site, aider les femmes entrepreneurs à surmonter leurs doutes dans un univers trop masculin. Surmonter ces doutes, ils sont si nombreux, comment ils s'expriment et puis surtout, est-ce qu'ils sont particulièrement féminins? Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, et c'est pas pour rien que l'Académie est dédiée aux femmes entrepreneurs, parce que j'ai vécu les mêmes doutes qu'elles, et puis parfois ça revient aussi, on peut pas se dire que tout est parfait tout le temps. Et il y a beaucoup de je suis pas capable, je n'arriverai pas en fait à atteindre mes objectifs, je suis pas assez ou je suis trop telle ou telle chose. Ça, c'est des choses qui reviennent énormément. Effectivement, plus chez les femmes que chez les hommes? Plus chez les femmes que chez les hommes. En tout cas, les femmes peut-être l'expriment peut-être plus facilement aussi. Ouais. Bah, je vais vous donner, je fais rarement ça, mais un retour d'expérience personnelle. Dans cette émission ou dans d'autres, ça nous arrive souvent de chercher le plus possible à équilibrer, donc à féminiser nos plateaux. Et ça nous arrive souvent d'avoir des femmes à qui on dit, bah voilà, on va parler de ce sujet. Bon voilà, il y a 5 sous-thèmes. Elles sont compétentes sur 80% des thèmes de l'émission. Elles vont dire, oh là là, les 20%, oh là là, mais je suis pas compétente, je viens pas. Vous posez la même question à un homme. Je peux vous dire que quand il est compétent sur 20%, il vient quand même. Bref, voilà, on est un peu au cœur de ces enjeux. Je recevais il y a quelques jours des femmes scientifiques lauréates du prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science, de jeunes doctorantes, et on leur proposait une formation au leadership. Ouais, bah c'est clairement ça. C'est clairement ça. Comment les femmes aujourd'hui peuvent prendre leur place, peuvent montrer qu'elles sont autant capables que les hommes. Il y a une forme d'héritage aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, historiquement, c'est pas les femmes qui étaient les plus en avant, elles étaient au foyer. Maintenant, c'est des choses qui évoluent et qu'on doit faire évoluer. Et c'est aussi pour ça que je me porte garante de ce message et que j'ai envie de montrer, d'ouvrir la voie à ces femmes qui aujourd'hui n'osent pas et qui ont des grandes ambitions. J'entends beaucoup de femmes entrepreneurs venir vers moi et me dire, je suis pas prise au sérieux, même dans le cadre familial. Je dis que je lance mon entreprise, puis on a l'impression que je veux juste faire un complément de revenu, alors que non, j'ai des ambitions. Mais oui, les femmes ont des ambitions bien aussi grandes que les hommes. Et puis, il faut des hommes et des femmes dans ce monde, clairement. Mais tout le monde a le droit de prendre sa place. Bien sûr. Il y a évidemment toujours un sexisme qui peut s'exprimer. On va y revenir. Mais je voudrais donner un chiffre. C'est l'URSSAF qui nous donne ce chiffre sur le pourcentage de femmes auto-entrepreneurs, 44,5% fin 2022. Et ce qui m'intéresse, c'est la progression, plus 2 points par rapport à l'année précédente. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui se lancent. Est-ce qu'elles font toujours face au même sexisme d'après vous? Ou est-ce que quand même il y a une petite amélioration? Je pense que ça évolue. Et en même temps, j'ai envie de dire, tout est question de quelle place on laisse à ces préjugés. Moi, c'est vrai qu'au début, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, en plus, j'avais 21 ans. Je suis devenue maman très rapidement, à 23 ans. Donc, c'est vrai que je cochais un peu les cases de... On ne me voyait pas venir, quoi. Tout le temps, la petite nénette, là. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Et puis j'ai appris à me libérer de ça, à me dire, OK, c'est à moi de prouver que j'ai ma place. Ouais. Tout simplement. Donc il faut oser. Donc il y a la part de responsabilité des hommes d'aujourd'hui, de l'histoire de l'entrepreneuriat, mais heureusement ça évolue. Et puis on l'a évoqué, il y a aussi une part de syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice. Je ne sais pas si le mot existe en français, je ne suis pas sûr. Bref, il y a les deux. Je voudrais qu'on donne un exemple, par exemple les levées de fonds. Oui. Est-ce que vous avez certaines des femmes que vous accompagnez qui sont confrontées à ça? C'est-à-dire qu'on arrive avec un projet d'entreprise, on veut lever des fonds. Si on est une femme seule ou même 2 femmes cofondatrices, c'est plus compliqué? Alors, aujourd'hui dans l'académie, j'ai pas de femmes qui en sont là, puisqu'on est sur des business de prestation de services où on n'a pas besoin d'aller lever des fonds. Ceci dit, moi j'y étais à deux reprises. Vous l'avez vécu? Oui, je l'ai vécu. Je ne crois pas avoir eu nécessairement plus de difficultés. Après, c'est difficile de se dire, est-ce que si ça ne marche pas avec cet investisseur, est-ce que c'est le projet, est-ce que c'est mon pitch, est-ce que c'est ce que j'incarne? Encore une fois, je pense que quand on a confiance, quand on sait où on va, quand on a envie de transmettre, on arrive à dégager quelque chose et on arrive à embarquer les gens avec nous. Donc encore une fois, je pense que tout est vraiment lié à la posture. Et il faut vraiment se libérer, encore une fois, aujourd'hui, de les femmes n'ont pas leur place dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que si on s'ancre dans la tête que si on a notre place, on va forcément incarner quelque chose de différent. Est-ce que, alors là, je rentre vraiment dans des questions, mais j'imagine que vous les abordez avec les femmes que vous accompagnez. Est-ce que c'est aussi une question de couple ?
C'est-à-dire, quelle est la responsabilité des maris dans cette histoire? Alors, moi, je suis associée à mon mari depuis toujours. Ça fait 11 ans maintenant qu'on est entrepreneur, 11 ans qu'on est entrepreneur en couple. Donc, voilà, pour le coup, moi, j'ai toujours eu ma place et on a toujours été d'accord pour se dire que, voilà, moi, j'étais portée par ses ambitions, j'avais envie de prendre ma place, j'avais envie de porter un message différent aussi. Donc, il m'a toujours laissé faire ce que j'avais envie de faire. Maintenant, je constate quand même qu'il y a des femmes entrepreneurs qui viennent à moi, qui prennent un appel avec moi et puis qui ont très envie de rentrer dans l'académie, qui ressentent vraiment ce que je suis en train de leur dire. Et parfois, il y a le mari qui bloque derrière, qui dit « mais t'as quand même pas besoin de ça pour développer ton entreprise ». Et j'ai des femmes qui me disent « écoute, j'y vais pas parce qu'en fait, dans le couple, on est deux et puis c'est un investissement et mon mari n'est pas d'accord ». Et je trouve ça dommage, en fait, que certaines femmes s'empêchent de réaliser leur rêve, d'aller là où elles ont envie d'aller, parce que le mari n'est pas d'accord. Donc c'est encore une réalité d'aujourd'hui. Le modèle économique de l'Académie 100K, c'est quoi? C'est une formation, un abonnement? Comment ça marche? Alors c'est vraiment un prix qui est défini pour l'accompagnement de 6 mois. On a 2 formules d'accompagnement en fonction de ce que recherche l'entrepreneur. Il y a des femmes qui sont en recherche de beaucoup plus d'individuels que d'autres. Mais voilà, ça fonctionne vraiment comme ça. Un prix pour les 6 mois d'accompagnement. Tout simplement. Est-ce que les femmes qui viennent à vous, qui font appel à l'Académie 100K, elles cherchent plus du conseil d'attitude, vous nous disiez, de mindset, d'état d'esprit, mais aussi des conseils business? Oui, c'est pas ce qu'elles recherchent en priorité, mais c'est ce dont elles ont le plus besoin. C'est vous qui identifiez ça, d'une certaine façon? C'est en fait assez naturellement dans les conversations. On se rend bien compte, quand bien même on donne toutes les clés pour avoir un business rentable, à un moment, si je dis qu'il faut faire telle ou telle chose, aller prendre la parole dans tel événement, aller rencontrer d'autres entrepreneurs dans un événement business ou prendre la parole sur les réseaux sociaux, s'il y a un blocage, elle ne le fera pas. Donc le mindset, en fait, rentre en jeu tout le temps. Et à chaque fois qu'il y a un blocage, il faut le lever. Merci beaucoup Alexandre Roux et à bientôt sur Be Smart for Change. Bref, le message qu'on fait passer, c'est allez-y, dites oui quand on vous invite sur un plateau de télévision pour parler de votre entreprise. N'hésitez surtout pas. On passe à notre débat, la formation des élus et des agents des collectivités territoriales aux enjeux du changement climatique. Le Zoom de ce Smart Impact consacré à la formation des élus, des agents des collectivités territoriales aux enjeux du changement climatique. Et je vous présente mon invité tout de suite, Tatiana Cavession. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice du programme École du climat chez AXA. On va commencer par une question toute simple. C'est quoi l'École du climat? Présentez-nous ce métier et ces services que vous proposez. Eh bien, l'École du climat est une formation en ligne dédiée spécifiquement aux élus et aux agents territoriaux qui porte sur les enjeux liés à la transition environnementale. La façon dont on l'a pensée a été de s'appuyer à la fois sur la littérature scientifique existante, de la rendre compréhensible, accessible, de la synthétiser. On s'est appuyé sur une documentation scientifique solide, rapport du GIEC, rapport du Haut Conseil pour le climat, rapport de l'ADEME, travaux du CEREMA. Et puis, on l'a compensé, on l'a complété avec de nombreux entretiens terrain que l'on a menés avec des élus locaux, des agents territoriaux pour extraire à la fois les méthodes d'action dans les territoires, quelle que soit la singularité de chaque territoire, des problématiques rencontrées et inspirer, montrer qu'il est possible d'agir par un certain nombre d'actions, de leviers et donner l'exemple à d'autres territoires en France. Elle existe depuis quand ? Cette école du climat a été lancée il y a environ 1 an et demi. Ouais. Et on a depuis déployé ce contenu et ces formations auprès d'une dizaine de collectivités. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette phase d'expérimentation et on voit comment est-ce que dans les territoires, que ce soit des métropoles, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines ou des villes, on affine notre exercice pour réellement toucher les agents et les élus. Donc il y a toutes les tailles de collectivités locales, territoriales qui peuvent être concernées. Je reviens au point de départ, c'est-à-dire ce consensus scientifique en fait qui existe, mais est-ce qu'il faut encore convaincre sur ce consensus scientifique? Est-ce que c'est parfois la première étape? C'est une très bonne question. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a un constat qui est que les territoires, les villes sont en première ligne face aux effets du changement climatique. Il y a une prise de conscience de facto que ces populations sont concernées.
convaincre est peut-être une partie du travail à faire, mais l'objectif est surtout de permettre à chacun de bénéficier d'un socle commun de connaissances, d'un parler commun, pour pouvoir permettre ensuite une mise en action, une mise en mouvement. C'est l'intention que l'on a à travers ces contenus qui se veulent être accessibles à tous, tant à des décideurs publics que des personnes qui travaillent sur le terrain pour s'engager dans une transition durable de leur territoire et une réflexion concertée, commune des politiques territoriales. L'école du climat est au catalogue de l'UGAP, qui est la première centrale d'achat public en France. Et alors sur les achats publics, en préparant l'émission, on a trouvé ce chiffre, ça représente 10% du PIB de la France, les achats publics. Voilà un levier d'action évidemment majeur. C'est ce sur quoi vous insistez, c'est-à-dire est-ce que vos premiers clients, entre guillemets, ce sont ceux qui sont chargés des achats au sein des collectivités locales et territoriales? Pour nous, le partenariat que l'on a eu avec l'UGAP est assez intéressant parce qu'à la fois, on a été référencé au catalogue de l'UGAP, ce qui nous permet en fait de travailler plus facilement avec un public d'administration, de collectivités territoriales. Donc, c'est pour faciliter aussi ces travaux-là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est on forme aujourd'hui les agents de l'UGAP avec nos contenus pour les sensibiliser aux problématiques de leurs propres clients, qui sont les collectivités ou d'autres acteurs publics. Et on a cette double approche qui est à la fois de conscientiser et permettre une montée en compétence sur ce que c'est que l'achat responsable et sur comment on va réfléchir à ces questions-là demain dans la formulation de certains appels d'offres et de certains échanges qu'on aura avec des publics diversifiés. Mais il n'y a pas que les fonctionnaires territoriaux chargés des achats qui ont un levier d'action. C'est aussi le message que vous faites passer, j'imagine, dans ces formations. Est-ce qu'on peut donner des exemples de modules de formation? Qu'est-ce qu'on peut suivre comme formation? Alors Donc c'est en ligne, hein, on est bien d'accord. C'est en ligne, c'est une plateforme que l'on met à disposition des collectivités territoriales, adaptée à leur charte graphique, avec un certain nombre de modules qu'on peut adapter avec des parcours spécifiques en fonction des contenus que l'on veut mettre à disposition des élus ou des différentes catégories d'agents. Dans un premier temps, il y a une espèce de, introduction à la transition climatique. Qu'est-ce que c'est que l'adaptation? Qu'est-ce que c'est que finalement la situation climatique? Quelle est la responsabilité des collectivités? On propose d'étayer également ce que c'est qu'un diagnostic carbone. Comment est-ce qu'on établit ce bilan carbone? Comment est-ce qu'on étudie ce bilan carbone? Et comment est-ce qu'on met en place certaines priorités, certaines actions? Donc on a une approche à la fois très opérationnelle où on s'appuie sur des exemples. Comment est-ce qu'on va réfléchir à la transformation des politiques territoriales, à la transformation des services publics, comment est-ce qu'on va agir sur l'alimentation, comment est-ce qu'on va mobiliser l'écosystème local, les entreprises, les associations, comment est-ce qu'on va concerter avec ses citoyens, comment est-ce qu'on va penser un certain nombre d'indicateurs, l'alimentation, la mobilité, quels sont les critères de succès d'une adaptation réussie. On a souvent entendu parler de ces deux termes, l'atténuation, l'adaptation, mais comment est-ce que ça s'opère concrètement dans un territoire et finalement comment dans une collectivité on va pouvoir s'emparer de ces sujets-là et étape par étape, de façon très méthodologique, avancer pour pouvoir transformer. Alors justement, c'était la question que j'allais vous poser parce qu'il y a le théorique, donc il y a effectivement ce socle commun de connaissances. Je suis assez d'accord avec vous pour dire que c'est très important qu'on parle le même langage pour ensuite choisir les modes d'action. Mais dans ce que vous proposez aux collectivités, il y a une feuille de route où c'est à elles de définir évidemment leur feuille de route ensuite. Alors, à quel point vous les guidez, vous voyez ce que je veux dire? Notre objectif n'est pas de dire ce qu'il faut faire, mais plutôt de montrer la voie et le champ des possibles de leurs actions, selon la singularité des territoires, selon les problématiques rencontrées. Donc on est sur une plateforme de partage d'expériences. Et l'idée va être effectivement d'enrichir ce catalogue, ces contenus, avec des témoignages de collectivités qui vont installer un certain nombre de choses ou d'infrastructures sur leur territoire pour pallier au réchauffement climatique, pour faire face à un certain nombre de phénomènes. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir les guider et de leur dire voilà comment est-ce que vous pouvez agir, voilà ce que vous pouvez mettre en place, étape par étape, comment mobiliser des fonds,
comment structurer vos équipes, comment repenser et intégrer votre écosystème pour pouvoir en fait collectivement et de façon concertée adapter finalement vos politiques territoriales. École du climat et de la biodiversité ou c'est trop compliqué d'intégrer cette notion à vos modules? C'est une très bonne question parce qu'effectivement la biodiversité n'est pas en reste des sujets climatiques, bien au contraire. Ils sont liés, complètement liés. Absolument. L'idée c'est de pouvoir constamment enrichir nos contenus. On a de nouveaux contenus qui sont en permanence en création. On travaille avec des ingénieurs pédagogiques, des journalistes, des experts, des scientifiques pour venir justement abreuver et enrichir ces contenus-là avec effectivement une approche. Mais est-ce que c'est pas, pardon de vous interrompre, oui, c'est plus compliqué. Parce que la biodiversité, peut-être que vous allez me contredire, mais elle me semble plus difficile à évaluer, enfin les métriques, c'est plus facile sur un bilan carbone ou sur le climat et peut-être plus compliqué sur la biodiversité d'évaluer son impact et donc d'imaginer un mode d'action. Je pense qu'il y a dans un premier temps une conscientisation de ce que c'est que la biodiversité à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle d'un territoire. Quand on parle de végétaliser un centre-ville, il y a différentes méthodes pour le faire. Il y a une diversification des espèces qu'on va utiliser en centre-ville. Elles vont avoir un certain rôle dans les facteurs sur lesquels on essaye de jouer. Par ailleurs, au sein d'AXA Clémet, qui est l'entité à laquelle nous appartenons, on a un certain nombre de scientifiques, des climatologues, des sismologues, des hydrologues, qui viennent justement nous abreuver en connaissances sur ces sujets-là et qui nous permettent en fait d'entrevoir un fil conducteur sur comment apporter la connaissance sur ces sujets, comment sensibiliser la biodiversité et comment finalement créer un pont sur le rôle de la biodiversité dans les territoires. Notre rôle n'est pas de proposer quelque chose qui vient vers le haut, mais de travailler avec les territoires pour qu'eux également viennent nous consolider nos connaissances et qu'on puisse proposer quelque chose de cohérent. Alors, vous nous l'avez dit, ça fait 18 mois, c'est ça que l'école du climat a été créée, donc peut-être un petit peu trop tôt pour faire le bilan ou répondre à ma question, mais est-ce que vous voyez déjà les fruits en action dans certaines des collectivités que vous accompagnez ? Effectivement, ça fait quelques mois que l'on a déployé concrètement ces contenus-là. Disons que pour le moment, on a des retours positifs sur le format. Ce sont des formats qui sont courts, qui sont adaptés aux emplois du temps des agents, des élus, qui reprennent des modalités qui ressemblent à l'émission C'est pas sorcier, qui sont ludiques, pédagogiques, avec des quiz, avec des phrases à remplir, donc il y a une réelle progression. Les retours que l'on a, c'est que c'est plutôt agréable à regarder et souvent les agents souhaitent partager ces contenus-là quand ils rentrent à la maison. J'ai un exemple, par exemple, celui du pilote qu'on a mené avec la métropole Nice-Côte d'Azur, où 300 ambassadeurs climat ont été mobilisés, nous ont permis de tester en fait nos premiers contenus, et où les équipes de la mission climat, donc de la métropole, nous ont fait part de propositions qui étaient faites par ces ambassadeurs-là pour initier des projets au sein de la métropole qui s'appuient sur des recommandations qu'on aurait pu faire dans l'école du climat. Merci beaucoup et à très bientôt sur Bismart for Change. Merci d'être venu nous parler de l'école du climat. On passe à notre rubrique Start-up tout de suite. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Diane Exposito. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Nalka. Vous venez de la créer, cette entreprise, avec Jonathan Moyoli. C'est quoi l'idée de départ? Racontez-moi. L'idée de départ, c'est qu'on est donc je l'ai cofondé avec Jonathan Moyoli et tous les deux, on était vraiment intéressés par l'alimentation depuis toujours. Jonathan parce qu'il fait beaucoup de sport et donc il est très intéressé par l'aspect nutrition. Moi parce que je viens d'une famille qui aime bien manger mais qui fait aussi attention à ce qu'elle met dans son assiette. Et donc en fait, quand on faisait les courses, on en avait vraiment du mal à trouver des produits sans sucre ajouté, assez sain, etc. Et donc, c'était une grosse frustration. Et en creusant le sujet, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un énorme problème de santé publique lié à la surconsommation de sucre, avec un doublement de l'obésité en 20 ans en France, un doublement du diabète aussi. Et donc, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose et on a créé Nalka. Alors, Nalka, c'est quoi? C'est un supermarché en ligne, c'est ça? Voilà, c'est ça. Nalka, c'est un supermarché en ligne réduit en sucre, créé vraiment pour répondre à cette problématique de la surconsommation de sucre. Concrètement, aujourd'hui, on a plus de 2500 produits réduits
réduits en sucre et qu'on a tous goûté, donc qui sont bons pour tous les moments de la journée. C'était le meilleur moment de la création de l'entreprise, c'est ça? On a une charte de sélection qui a été élaborée avec des professionnels de santé. Vraiment, on a éliminé plein d'additifs, d'édulcorants, d'exhausteurs de goût, donc tout est propre. Et au-delà de ça, on a une expérience d'achat qui est ultra innovante, qui est une vraie première mondiale. On est capable de créer un supermarché sur mesure pour chacun de nos clients, selon ses besoins, ses contraintes et ses préférences. Alors, je veux bien que vous m'expliquiez comment ça marche. C'est quoi? Il y a un algorithme. Enfin, moi, je vais rentrer un certain nombre de données sur ce que j'aime, sur mes goûts, etc. Et un algorithme qui va me proposer des produits, c'est ça? Ouais, c'est ça. À peu près? À peu près. En gros, vous allez nous donner un peu plus d'informations sur vous, sur vos pathologies si vous en avez, sur vos régimes si vous en avez, sur vos intolérances, par exemple gluten, lactose, etc. Et derrière, en fait, ça vous crée un supermarché rien que pour vous. Donc, c'est pas juste des recommandations, c'est vraiment, vous allez vous promener dans le magasin et tout va être filtré, entre guillemets, pour vous. Voilà. Combien de produits, vous nous avez dit 2500 produits référencés, comment vous les sélectionnez? C'est à quel point de détail vous allez? Vous nous avez dit on a goûté, mais bon, il y a le goût et puis il y a qu'est-ce qu'on voit sur l'étiquette, quoi. On va vraiment en détail, donc on fait énormément de veille sur toutes les innovations produits, etc. Et après, en fait, on regarde en détail la composition, les ingrédients, les origines. Enfin, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte pour savoir si le produit correspond ou pas à la charte de sélection. Et si oui, du coup, après, on le goûte. Et si tous les critères sont validés, on le rentre ensemble. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des produits introuvables? C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans telle gamme, trouver une offre finalement sans sucre ajouté, sans sucre transformé? Non, en fait, on peut tout trouver. Et c'est le but de Nalka. C'est vraiment, on a à la fois des produits que vous allez trouver dans les supermarchés classiques et on a plein de produits pépites qui sont assez difficiles à trouver et que nous, on déniche. Donc non, il y a pas mal d'offres, mais il faut la chercher. Et donc, ça suppose des partenariats avec des marques grandes et petites, j'imagine. C'est ça, exactement. On a plus de 250 marques aujourd'hui. On travaille en direct avec elles et on a un entrepôt près de Dijon, donc on maîtrise toute la chaîne entière. Avec quel modèle économique? C'est un modèle économique de commerce classique? C'est ça, exactement. C'est vraiment, on achète et on revend. Et on a pour projet aussi, au début de l'année prochaine, de créer notre marque à nous, donc la marque Nalka, avec des produits réduits en sucre également. D'accord, donc là vous êtes dans la phase de recherche et développement sur ces produits. Est-ce que c'est forcément plus cher? C'est plus cher qu'un supermarché classique. Ouais. On est dans les prix vraiment du bio, donc 5 à 10% plus cher qu'un équivalent classique non bio. Dans le modèle économique, je réfléchissais à ça, vous entendant dire finalement il faut renseigner la machine avec nos goûts, nos données. Est-ce qu'il y a aussi le fait que vous avez des données de vos clients, des données peut-être un peu personnelles, des données de santé? Alors oui, c'est un vrai sujet, mais du coup ça on l'a bien cadré, c'est stocké sur un serveur à part et nous on n'a pas accès vraiment, on a les statistiques je dirais, mais on n'a pas accès à telle personne, à tel problème de santé ou à tel régime ou à telle intolérance. Ça veut dire quoi? Une forme d'anonymisation des données, évidemment, respect de la RGPD, etc., etc. Tiens, une dernière petite question. Pourquoi ce nom Nalka, ça veut dire quelque chose ou pas du tout? Nalka, ça veut dire avoir faim en finnois. Et c'était un nom qu'on trouvait rond et très sympa pour construire une marque autour du moins sucré. Et ben voilà, vous nous avez donné faim. Merci beaucoup Diane Exposito. Merci. Et bon vent à Nalka. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier celles et ceux qui m'accompagnent, Marie Billa et Alexis Mathieu à la programmation et à la production de cette émission. Le réalisateur aujourd'hui, c'était Romain Luc et au son, Héloïse Merlin. Belle journée à toutes et à tous sur Be Smart for Change. Salut.